Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Voilà, donc je vais démarrer avec ce titre, Color and Care. Déjà spécifier qu'est-ce que ça veut dire la recherche en couleur, qui est vraiment à considérer, en tout cas en design, à la fois comme objet d'étude, champ d'investigation et lieu de pratique. Et enfin, la notion de care, qui est un mouvement qui est apparu dans les années 70 par des femmes, donc initialement féministes. Ici, il est considéré dans sa dimension soignante par le design, pour concevoir une offre plus respectueuse, plus en accord avec l'humain, qui considère à la fois le processus de création de l'objet, donc ça peut faire appel à de l'éco-conception, de la conception durable par exemple, mais aussi à considérer l'objet ou en tout cas la production dans son aspect multisensoriel, donc plus en lien avec l'humain, plutôt que de l'appeler l'usager. Alors, associer teinture végétale et vertus médicinales par le biais de gammes de coloris qui sont vertueux, et interagissant dans le cadre d'un projet de recherche interdisciplinaire, ça sous-tend un long processus, puisqu'il s'agit alors de réinvestir le potentiel chromatique des plantes dans une ère de l'industrie et des colorants de synthèse bien installés depuis la fin du 19e siècle. Il y a eu de nombreux symposiums internationaux et interdisciplinaires qui ont lieu sur ce sujet des teintures végétales, pilotés en grande partie par Dominique Cardon, qui est chercheur au CNRS, spécialiste des couleurs végétales, des teintures dans le monde entier, depuis 2006. Alors, le premier numéro était en Inde, intitulé Naturali. Et dans le cadre de ce colloque, j'étais intervenue pour surtout annoncer un regain pour les couleurs naturelles, donc à la fois végétales et animales dans le textile, en termes de tendances futures. Voilà, donc plantes tinctoriales et médicinales, ça veut dire finalement travailler avec des plantes médicinales pour mettre au point des teintures pouvant être utilisées à des fins thérapeutiques. Donc, à la fois développer des teintures solides et reproductibles, mais tout en conservant les vertus et les bienfaits des plantes. Donc, l'objectif majeur de cette recherche est bien de collaborer et de développer des coloris stables à partir de plantes et de vérifier que leur potentiel curatif peut bien rester actif dans le textile via la peau. Voilà, donc là, on a un exemple issu d'ateliers de recherche appliqués sur la couleur végétale qui ont été faites avec des étudiants de master en design couleur et design sensoriel à l'Institut supérieur couleur image design, donc là où je travaille, à l'Université de Toulouse. Là, l'idée, c'est d'intégrer des techniques tinctoriales qui ont fait leurs preuves dans la conception de gamme de couleurs soignantes. Donc là, vous avez un premier extrait d'une gamme, donc ici avec de l'eucalyptus, avec les vertus reconnues de l'eucalyptus associées à des coloris textiles. Et une seconde ici avec l'oignon. Donc, même chose, type de coloris qu'on peut obtenir, c'est assez vaste, là on a juste une indication colorielle, et puis les vertus associées à ce végétal. Voilà. Donc finalement, le commencement de Color and Care, c'est quoi? D'abord, quel type d'action? On a d'abord pensé, en tout cas mis en place un corpus de plantes colorantes et soignantes. Donc là, c'est bien entamé. Je suis partie de collectes faites au sein d'ouvrages de Dominique Cardon, donc plutôt des ouvrages d'histoire ou d'archéologie de la couleur, où j'ai repéré des usages anciens et actuels qui vont utiliser des teintures végétales pour des usages médicinales, thérapeutiques, soignants, protecteurs. Alors, on en retrouve en Égypte antique, on en retrouve en Afrique du Nord encore aujourd'hui, ainsi qu'en Afrique de l'Ouest notamment. J'ai pu aussi identifier dans le biais d'enquêtes de terrain des usages encore actifs, spécifiquement identifiés notamment au Japon et à Madagascar principalement. Et puis des ouvrages sur les plantes médicinales, qui sont souvent des plantes endémiques, donc qui sont reconnues aussi colorantes, comme c'était le cas à Madagascar, puisqu'effectivement Madagascar, c'est là où est né ce projet, en 2017, où il y a eu un symposium qui rassemblait à la fois des chercheurs sur les teintures végétales, spécialistes en chimie, en histoire, en archéologie, mais aussi des artisans, des artistes. Et l'idée était bien de considérer les savoir-faire traditionnels actifs sur cette île comme une source d'une démarche innovante, c'est-à-dire partir finalement de traditions qui sont toujours réactualisées dans la vie, j'ai envie de dire, dans les pratiques actuelles, pour envisager une démarche innovante dans le textile et dans le design. Voilà.
Donc cette expertise, hein, elle résulte d'une recherche que je mène sur les teintures végétales depuis 2004, qui a commencé dans le cadre d'une thèse de doctorat, et puis dans des missions de recherche effectuées énormément au Japon, voilà, là où on retrouve effectivement des pratiques tinctoriales depuis toujours, qui ont été préservées parce que ça fait partie aussi d'un patrimoine reconnu et qui est finalement soutenu, hein, par les politiques japonaises. Et puis ce sont des transmissions intergénérationnelles, donc des traditions tinctoriales et textiles anciennes et perpétuées que j'ai pu identifier comme des territoires chromatiques en travaillant avec des maîtres teinturiers ou des teinturières aussi dans les îles d'Okinawa notamment. J'ai aussi effectué des missions en Afrique comme au Mali, en Tunisie, mais aussi en Inde, voilà, toujours pour enquêter sur les terrains, récolter des techniques de teinture et identifier surtout des coloris spécifiques, hein, de végétaux vraiment spécifiques au territoire visité. Oui, donc là, c'est un exemple, pardon, cette photo d'un professeur japonais avec qui je travaille, qui est venu intervenir à l'Institut aussi, puisqu'on échange, hein, nos savoir-faire. Les enjeux et l'expertise dans le secteur de l'habillement et aussi de les considérer est important, puisque cette recherche a une ambition, hein, de pouvoir permettre des productions textiles teintes avec des plantes, mais qui soient aussi des textiles potentiellement soignants. Donc je collabore pour cela avec une designeuse qui se dit trend forecaster, c'est-à-dire voilà, qui va anticiper de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, qui s'appelle Vanessa Kos et qui travaille pour l'agence Trend Union, qui est un bureau de style parisien plutôt destiné aux moyen de gamme et haut de gamme en habillement notamment, et le studio Lee et Delcourt. Donc j'ai effectué avec elle, hein, plusieurs collaborations. Ça a commencé avec la publication de cette revue qui s'appelle Bloom, hein, qui est issue de leur bureau et qui se destine à valoriser tous les potentiels du végétal en tant qu'inspiration, mais pas seulement. Et là, il y avait un numéro spécial donc sur la teinture. Et donc, à partir de cette publication, il y a eu effectivement un essai, hein, de pointer et de percer dans le milieu industriel textile de l'habillement. Donc, j'ai pu voilà, effectuer une conférence auprès de ces clients. Et puis, une gamme est née, hein, développée entre le bureau de style Trend Union et le CRIT Horticole de Rochefort, qui produit des extraits de colorants végétaux. Donc cette gamme de textiles, bon, ça a pu créer quelques collections capsules, mais voilà, les avis, les retours ont été mitigés parce que extraire sous forme de poudre des plantes, les colorants, eh bien, on a une perte quand même un petit peu chromatique. Et puis parfois des couleurs qui peuvent sembler soit un petit peu pâles, soit un peu instables, et c'est pas bon pour les couleurs végétales, en tout cas pour la reconnaissance, puisqu'elles sont en réalité très solides et très profondes, même très complexes, hein, en regard des colorants de synthèse qu'on connaît. Mais effectivement, il y a eu une volonté un petit peu de reproduire le modèle des couleurs de synthèse qui sont sous forme de poudre et qui permettent un dosage précis, une bonne reproductibilité. Donc aujourd'hui, voilà, on a ce constat, on se rend compte qu'effectivement, il faut plutôt repenser le modèle et effectivement, travailler avec les plantes directement serait plus intéressant. Donc une recherche va être lancée aussi avec le Centre international de la tapisserie d'Aubusson. On commence à réfléchir à ça avec eux là pour effectivement revoir un peu tout ça et proposer des teintes stables, reproductibles, qui aient une belle vivacité et un intérêt coloriel vraiment prégnant. Voici un exemple, hein, de gamme de couleurs néanmoins qui avait été faite donc par Trend Union à partir des coloris issus des végétaux, simplement pour dire qu'il est important effectivement pour percer dans l'industrie textile de faire récit à la fois pour imaginer des produits adaptés, colorés avec des plantes, mais aussi pour générer de nouveaux usages, bien sûr, parce que c'est non seulement avoir des couleurs qui viennent d'une autre ressource, mais c'est aussi penser autrement notre propre habillement et notre propre rapport au corps, hein, ça c'est important. Voilà, donc l'idée c'est de produire finalement une palette de couleurs sensorielles qui soit effectivement non seulement issue de plantes, donc du vivant, mais qui ait aussi elle-même une vie interne, hein, puisque parfois ces colorants ou ces coloris sont interactifs avec leur environnement. En tout cas, le procédé de coloration est certainement plus écologique et plus propre, on va dire, hein, pour la planète, en tout cas non polluant. Et puis on peut aller jusqu'à imaginer des choses bonnes pour la santé. Et en cette période, on sait à quel point ça a du sens, hein, de faire ça plus que jamais.
Voilà, donc là encore des extraits hein, de gammes qui valorisent les teintures végétales avec Train d'Union. Effectivement, là on est presque dans la tâche, hein, on reconsidère la couleur autrement, on renvoie aussi à l'histoire de la teinture qui a souvent été vue comme un endroit sale qu'on mettait à l'extérieur des villes, hein, quand on avait encore la teinture dans les pays, hein, qui étaient non délocalisés, j'ai envie de dire. Et pourtant ces couleurs, elles sont intéressantes et là on voit le travail d'India Flint où on a un effet de texture, mais aussi une interaction de l'eucalyptus, qui est la plante majeure qu'elle utilise, puisqu'elle est australienne, et différents types d'eucalyptus, différents types de coloris, mais aussi d'interactions potentielles avec le pH, avec le soleil, et ce qu'on voyait avant comme étant problématique, puisque la couleur bouge, la couleur peut changer, etc. On peut aussi le visiter comme un nouveau potentiel en termes de design, une valeur ajoutée, des couleurs uniques. Donc voilà, tout ça est en fait un potentiel génial hein, pour réinventer finalement notre rapport à la couleur et encore une fois à ce qui nous entoure et au plus près de notre corps, l'habillement. Hein. Donc voilà ici un exemple hein, d'atelier de teinture qui se fait toujours avec des plantes hein, à l'Institut. Je travaille exclusivement avec des plantes, parfois avec quelques animaux comme la cochenille, mais voilà, sinon c'est majoritairement des plantes, que ce soit des cueillettes ou des grands thym, donc des plantes tinctoriales hein, qui sont cultivées. Voilà. Et puis, bien sûr, visiter la matérialité, la sensorialité de ces coloris, en faire des gammes pour les valoriser, les nommer, toucher à la poétique aussi de la couleur et à tout ce qu'elle vient traverser aussi dans l'imaginaire et la mémoire en rapport à des territoires, hein, avec des approches parfois cartographiques des territoires. Voilà ici un extrait de la gamme qui est en cours de conception avec Vanessa Cause, donc où on a des échantillons teints à partir de plantes principalement donc françaises, japonaises et de Madagascar, puisque c'est voilà issu de mes collectes et de mon travail hein, de teinture en lien avec des artisans et puis avec des plantes locales. Et puis valoriser la plante, expliquer ce qu'elle est, cette plante, ce qu'elle permet, valoriser aussi des usages qui sont en cours et qui sont non seulement symboliques, mais ont une valeur, une existence propre, bien sûr, puisqu'il y a des vertus qu'on peut reconnaître, et puis mettre en vis-à-vis avec des photographies, parce que c'est ce qui permet effectivement de comprendre comment le rapport à la peau, le rapport au corps, et lui aussi, il va être revisité par l'usage de ces couleurs-là. Donc, on est vraiment dans une redécouverte sensorielle du corps et de la couleur hein, par ce travail. Voilà. Donc, effectivement, cette gamme, elle est prescriptive hein, au départ, elle est là pour valoriser, pour faire comprendre, mais aussi pour faire prendre conscience de la diversité de ces plantes et de ces possibilités colorielles, qui est infinie en réalité, et puis accompagner hein, avec des conseils auprès des acteurs qui seraient intéressés pour aller plus loin dans ces usages-là et dans le développement de ces couleurs-là. Voilà, donc c'est une recherche effectivement qui est interdisciplinaire. Hein. Des laboratoires ont été identifiés au Japon, en Grèce et en France, avec un démarrage qui est pressenti autour de 2 plantes. Donc, des plantes d'abord cousines qu'on retrouve en Méditerranée et au Japon, qui sont donc des plantes qui permettent d'obtenir le violet et qui ont des capacités dermocuratives hein, déjà reconnues, bien sûr, dans le milieu médical, donc qui a été effectivement synthétisée hein, pour faire des crèmes cosmétiques, mais on trouve au Japon, voilà, vous voyez la photo de droite, des recherches qui sont faites avec la plante elle-même. Au Japon, on ose bien sûr faire des produits qui sont directement dérivés des plantes et non pas simplement faire la synthèse pétrochimique de la molécule, puisqu'on comprend bien que oui, une molécule complexe, c'est plus complexe à appliquer sur un secteur notamment de la santé, mais à la fois, il y a une synergie qui est présente et il y a effectivement un potentiel soignant qui est très large. Donc, on est avec la couleur violette, qui est aussi la couleur du luxe, hein, qu'on retrouve dans les vêtements de l'empereur, hein, avec cette plante, donc le murasaki, et on retrouve une cousine hein, en France, donc avec des études comparatives en Méditerranée. Donc, c'est très intéressant de voir aussi comment les 2 cultures et aussi les 2 laboratoires s'approprient ces plantes et les considèrent. Voilà. Et puis après, la question effectivement de développer une recherche en lien avec ces laboratoires. Et j'ai notamment une étudiante voilà, en couleur qui aujourd'hui a replanté cette plante japonaise, en tout cas a planté cette plante japonaise en Belgique pour faire des tests et créer un nuancier de coloris.
Voilà, et la deuxième plante pressentie, c'est le pastel, hein, et les plantes à indigo, donc la grande famille des plantes à indigo qu'on retrouve bon, en Afrique, au Japon, dans les pays semi-tropicaux, en Amérique du Sud, et le pastel, ben, qui est l'emblème, hein, de l'Occitanie, de la région occitane. Donc il y a eu, hein, c'est pour ça que je vous montre ces photos-là, des événements autour de ces plantes-là. Alors un premier événement que j'ai co-organisé avec un professeur japonais, Jun Kataoka, sur effectivement notamment le pastel, mais pas seulement, hein, sur les couleurs végétales et les recherches les plus récentes qu'on pouvait identifier autant du côté de la chimie que de l'artisanat, que du design couleur, que ce soit au Japon et en France. Suite à ça, un événement est né, hein, en France, dans la région, avec la naissance d'une association qui a souhaité revaloriser le pastel, à nouveau revisiter l'existant du pastel aujourd'hui et les acteurs, hein, et puis faire des liens avec les plantes indigo très présentes au Japon sous plusieurs formes, avec des artisans intéressants. Donc, il y a eu des expositions et des échanges pour une palette chromatique qui peut non seulement, effectivement, donne des bleus comme on les connaît, mais comme vous pouvez le voir au milieu sur cette photo, peut aussi aborder d'autres teintes. Et ça, c'est en travaillant avec des feuilles fraîches. Donc, c'est des techniques qu'on connaît moins chez nous, puisqu'on travaille plutôt avec des cuves à fermentation en général partout dans le monde avec cette plante, pour avoir des bleus très solides. Mais en fait, voilà, le Japon a aussi osé développer des teintes qui sont peut-être un peu moins solides, mais fortement intéressantes au niveau de la palette que ça peut offrir. Voilà, et voilà, pour terminer, donc cette recherche, elle est effectivement interdisciplinaire. On va retrouver bon, le design, hein, c'est-à-dire moi, ma discipline qui vient porter, qui vient être à l'interface. Hein, on est souvent les traducteurs, hein, les designers, mais il y a aussi des gens en pharmacognosie, en chimie de la couleur, en anthropologie des usages, en histoire des pratiques antiques. Voilà, des chercheurs que j'ai commencé à identifier. Donc aujourd'hui, ben, je suis à la recherche de financement, hein, pour pouvoir lancer les opérations de tests en laboratoire, pour vérifier donc, notamment, hein, les capacités soignantes de ces coloris une fois dans les textiles au contact de la peau. Ça, c'est important de faire des tests parce que oui, on a des usages, mais il y a besoin de preuves. Et puis un partenaire ou deux industriels qui seraient partants pour cofinancer ce projet et lancer les premiers résultats avec la production de tissus soignants créés en collaboration avec les designers et les laboratoires scientifiques concernés. Voilà, j'espère avoir tenu le temps. Je vous remercie vraiment, hein, pour votre attention. Merci beaucoup.